J'étais à 400 kilomètres de chez moi à Lyon, enlisé dans des réunions interminables au sein d'une salle de conférence sans âme. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement, se mêlant au drone infini du jargon d'entreprise qui emplissait l'air. Mon portable vibra une fois, puis une autre, et encore une autre. Je jetai un œil à l'écran, c'était Florence, ma femme, qui appelait pour la 3e fois en moins d'1 heure. Je fis taire l'appel, me promettant de la rappeler à la prochaine pause. L'horloge indiquait presque 16 heures quand Daniel, mon patron, désigna un autre graphique des ventes qui ne cessait de grimper. La société de BTP Lafarge était à son apogée, et moi, en tant que directeur régional pour l'Île-de-France, je devais m'assurer que cela continue. Encore un trimestre record, encore un bonus substantiel, encore une chance d'offrir à Florence la vie que je lui avais promise lors de notre mariage 8 ans plus tôt. Quand le 4e appel arriva, je commençais à sentir une pointe d'inquiétude, mais je chassais cette pensée. Elle savait que j'étais en déplacement pour cette importante session de planification trimestrielle. De plus, Florence avait tendance à être un peu dramatique quand elle ne se sentait pas écoutée. Je me dis que c'était probablement juste un coup de sang pour quelque chose d'anodin, une dispute avec Madame Dubois, notre voisine fouineuse, une mauvaise journée à l'école où elle enseignait, ou une autre pique de sa mère. Le portable vibra à nouveau, mais cette fois c'était un message. Je le lus tout en feignant de prêter attention à une diapositive de la présentation. Puisque tu ne me prêtes pas attention, je vais trouver quelque chose qui le fera. Mon cœur se serra, ma bouche devint sèche. Soudain, les chiffres sur le graphique devant moi ne signifiaient absolument plus rien. Richard, un collègue de la filiale de Marseille, me donna un petit coup de coude discret. « Ça va, Charles ? Tu as l'air pâle. » Je hochai la tête affirmativement, mais j'étais loin d'aller bien. Les mots de Florence résonnaient dans mon esprit comme un glas. Que voulait-elle dire exactement? Était-ce une menace en l'air, ou avait-elle fait quelque chose d'impulsif? Florence avait toujours été émotive, intense dans ses sentiments. C'est ce qui m'avait attiré dès le premier jour où je l'avais vue à la fête d'anniversaire de mon cousin Marc, à Orléans. Notre dernière vraie conversation remontait à 3 jours, avant que je prenne la route vers le sud. Je me souviens d'elle m'aidant à faire ma valise, me demandant si j'emporterais le pull en laine qu'elle m'avait offert pour notre dernier anniversaire. Je lui avais répondu vaguement, occupé à vérifier mes emails sur mon portable. Maintenant, je regrette chaque seconde où je n'ai pas regardé dans ses yeux, chaque « on en parle plus tard » qui est sorti de ma bouche. La voix de Daniel semblait lointaine alors qu'il parlait d'expansion vers le Benelux. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Florence. Au ton triste de son dernier message, à la froideur calculée de ses mots. Daniel me posa une question directe, quelque chose sur les délais de livraison à Bordeaux. Je bafouillai une réponse quelconque, mais je sentis son regard percer ma façade de normalité. Puisque tu ne me prêtes pas attention, je vais trouver quelque chose qui le fera. En relisant le message, je sentis un frisson parcourir mon échine. Je connaissais Florence depuis presque une décennie, et elle n'avait jamais parlé ainsi. Entre nous deux, j'avais toujours été le plus calculateur, celui qui réfléchissait avant d'agir. Elle était pure émotion, cœur à vif. Que signifiaient ces mots venant d'elle? Notre mariage n'était pas parfait, à vrai dire. Dernièrement, j'avais été absent, pas physiquement mais émotionnellement. Je pensais que pourvoir à nos besoins, voyager pour le travail et payer les factures était suffisant. Une belle maison à Neuilly-sur-Seine, la voiture de l'année qu'elle désirait tant, les vacances sur la Côte d'Azur. Mais peut-être avait-elle besoin de plus. Peut-être avait-elle déjà trouvé ce plus en quelqu'un ou quelque chose d'autre. Je n'arrivais pas à savoir si j'étais furieux, terrifié ou simplement anesthésié. La réunion se poursuivait, mais je ne pouvais plus rester assis, là. Je me levais, murmurais quelque chose à propos d'une urgence familiale et quittais la salle sans attendre d'approbation. Je me dirigeais directement vers le hall de l'hôtel et m'assis seul sous l'éclairage tamisé, fixant mon téléphone. Le message de Florence me tourmentait. J'essayais de l'appeler mais je tombais directement sur sa messagerie vocale. L'hôtel Bellecour, avec son luxe discret et ses employés en uniforme, me parut soudain suffocant. Le bruit de la pluie fine, dehors ne faisait qu'accentuer mon sentiment d'isolement.
Il fallait que je fasse quelque chose. N'importe quoi. L'idée de liguer pour Julie, la sœur cadette de Florence, me traversa l'esprit, mais j'y renonçai. Julie avait toujours clairement fait savoir qu'elle ne me trouvait pas assez bien pour sa sœur. « Tu es trop ambitieux, Charles », m'avait-elle dit une fois, après quelques verres de trop lors d'une garden party. « Florence a besoin de quelqu'un de présent, pas seulement sur le compte en banque. » Je songeais à appeler Paul, mon meilleur ami depuis le lycée à Versailles. Il avait toujours des conseils sensés, mais je ne voulais pas non plus étaler mes problèmes. Conjugaux. Au fond, j'espérais encore que tout cela n'était qu'un malentendu. Une dispute qui se résoudrait dès mon retour à Paris. Dans un élan froid de colère et de désespoir, j'ouvris l'application de ma banque et bloquai toutes les cartes de crédit liées à son nom. Toutes. C'était impulsif, peut-être même cruel, mais je sentis que c'était ma seule façon d'affirmer un certain contrôle. Si elle voulait vraiment trouver quelque chose qui lui prête attention, elle devrait le faire sans notre argent. Le serveur du bar de l'hôtel s'approcha, me demandant si je désirais boire quelque chose. Je commandai un calvados, de ceux vieillis en fût de chêne. Je le bus d'un trait, sentant le liquide me brûler la gorge. J'en commandai un autre. La troisième dose fut accompagnée d'un regard inquiet du serveur, un homme d'une 60aine d'années. Un problème avec une femme, mon jeune ami? Je souris amèrement. Comment avez-vous deviné, monsieur Antoine? Je lus son nom sur son badge. 35 ans à servir des verres m'ont appris à reconnaître un cœur brisé, répondit-il en essuyant le comptoir avec un chiffon blanc. Vous voulez un conseil? Aucun problème avec une femme ne se résout avec la distance. Ces mots simples me frappèrent, comme un coup de poing. Je payai l'addition, laissant un pourboire généreux, et montai dans ma chambre. Là, allongé, sur le lit king size qui semblait immense pour une seule personne, je commençais à repenser à mes dernières années avec Florence. Je me souvins de notre lune de miel à Porquerolles, de son sourire en voyant la mer si bleue. Je pensais à la fois où elle avait attrapé une grosse grippe et où j'avais passé la nuit éveillé, à lui mettre des compresses froides sur le front pour faire baisser la fièvre. Je me remémorais le jour où nous avions appris qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, et comment nous avions pleuré ensemble sur le canapé de notre premier studio loué dans le Marais. Quand est-ce que tout avait commencé à changer? Peut-être quand j'ai accepté la promotion qui m'obligeait à voyager toutes les 2 semaines. Où était-ce avant, quand j'ai commencé à ramener du travail à la maison, passant des heures sur mon ordinateur portable pendant qu'elle regardait seule ses séries télévisées? Le portable vibra de nouveau. Un instant mon cœur s'emballa, pensant que c'était Florence. Mais c'était juste Daniel, demandant si je revenais pour la réunion de l'après-midi. Je répondis que je devais régler une urgence familiale et que je rattraperais le temps perdu. Je regardais par la fenêtre de l'hôtel. Lyon montrait son ciel gris caractéristique, la bruine estompant les bâtiments du centre. La basilique de Fourvière se détachait dans le paysage urbain, ses tours pointant vers le ciel comme des doigts accusateurs. Je me sentis petit, insignifiant et par-dessus tout coupable. J'ouvris à nouveau l'application de la banque, fixant l'écran qui confirmait le blocage des cartes. Qu'étais-je en train de faire? Florence était professeure de français dans un collège public gagnant à peine plus que le SMIC. Tout notre confort financier provenait de mon salaire chez Lafarge. En bloquant les cartes, je lui coupais effectivement l'accès à notre niveau de vie. « Merde, Charles, tu agis comme ton père », me murmurai-je. Mon vieux Gérard, un routier d'Orléans, avait l'habitude de contrôler ma mère par l'argent. Les rares fois où il buvait trop, il rappelait à tout le monde que celui qui paie les factures fixe les règles. J'avais juré de ne jamais être comme ça. Et me voilà, répétant le même comportement toxique. Les mains tremblantes, je débloquais les cartes. Mais le mal était fait. Si Florence avait essayé d'en utiliser une au cours des dernières heures, elle aurait déjà subi le refus. L'humiliation d'avoir sa carte refusée dans un magasin, un restaurant ou n'importe où ailleurs. La pensée me donna la nausée. Je n'arrivais pas à dormir. Je vérifiais mon téléphone toutes les 15 minutes. D'abord 5 appels manqués, puis 7, puis 15. Aucun message, juste des appels. Je ne pouvais pas répondre. Et si elle essayait juste de me crier dessus? Et si elle pleurait, suppliait, s'excusait? Ou pire, et si quelqu'un appelait depuis son téléphone? L'horloge numérique de la chambre indiquait 01h37 quand je renonçais à essayer de dormir. J'enfilai un sweatshirt et quittai l'hôtel.
Le veilleur de nuit, un homme nommé Sébastien d'après son badge, me jeta un regard curieux mais se contenta de me souhaiter une bonne nuit. La bruine avait cessé, mais l'air humide de la nuit lyonnaise pénétrait jusqu'aux os. Je marchais sans but dans les rues vides du centre. Les bâtiments historiques se mêlaient aux constructions modernes, créant un paysage presque onirique sous la lumière jaunâtre des anciens lampadaires. Je passais devant le parc de la Tête d'Or, fermé à 7 heures, ses serres de verre reflétant la lumière de la lune qui apparaissait parfois entre les nuages. Mes pensées étaient un tourbillon. Je me souvins du début de notre relation. Florence travaillait à la bibliothèque de l'université où j'étudiais le génie civil. Ce fut le coup de foudre, du moins pour moi. Pour elle, il a fallu 3 tentatives d'invitation à un café avant qu'elle n'accepte. « Je pensais que tu n'étais qu'un autre fils à papa qui voulait m'impressionner », m'avoua-t-elle des mois plus tard. Elle rit quand elle apprit que j'étais boursier, fils de routier et de femme de ménage, le premier de la famille à entrer à l'université. Florence a toujours été mon port d'attache. Pendant que je m'éreintais à étudier, elle m'apportait des sandwichs, relisait mes devoirs, me calmait avant les examens. Quand j'ai obtenu mon stage chez Lafarge, c'est elle qui a organisé un dîner surprise avec les quelques amis que nous avions. Elle a acheté du champagne bon marché et nous avons trinqué à l'avenir dans des gobelets en plastique. Maintenant, marchant seul dans une ville qui n'était pas la mienne, je me demandais quand ai-je commencé à penser que lui, offrir des choses matérielles remplacerait ma présence. La maison à Neuilly qu'elle ne voulait même pas. Elle préférait un appartement plus petit, plus proche de son collège. La voiture importée qu'elle conduisait avec peur, préférant souvent prendre le bus. Les voyages à l'étranger où je passais la moitié du temps à répondre à des emails. J'arrivais sur une place vide, l'horloge centenaire marquant presque 3 heures du matin. Je m'assis sur un banc mouillé, sans me soucier de mon pantalon qui serait taché. Je sortis mon téléphone de ma poche et revis les appels manqués. Les 15 étaient arrivés dans un intervalle de 12 heures, après que j'ai bloqué les cartes. Après ça, le silence. Ce silence résonnait plus fort que n'importe quel cri. J'essayais d'imaginer ce que Florence faisait à ce moment-là. Dormait-elle dans notre lit king size, qu'elle trouvait trop grand, ou était-elle allée chez sa sœur Julie dans le 20e arrondissement? Ou peut-être, non, je ne pouvais même pas terminer cette pensée. L'idée qu'elle puisse être avec quelqu'un d'autre me causait une douleur physique. Une voiture de police passa lentement sur la place, les agents m'observant avec méfiance. Je levai la main en guise de salut, essayant de paraître le moins suspect possible. La voiture poursuivit son chemin, mais ce bref instant me ramena à la réalité. Que faisais-je là, assis seul sur une place de Lyon à 3 heures du matin? Je retournais à l'hôtel à pied, observant les premières boulangeries qui commençaient à allumer leur lumière. L'odeur du pain frais me rappela les dimanches matins avec Florence. Elle se levait toujours tôt, même le week-end, et allait à la boulangerie du coin chercher des croissants chauds et un pain au chocolat que j'adorais. Elle revenait avec le journal sous le bras, bien que nous le lisions rarement. Nous préférions discuter de nos projets futurs en prenant le petit déjeuner sur le balcon. Sur le chemin du retour, je passais devant une station-service ouverte, 24h24. J'entrais et achetais un café noir fort et un paquet de cigarettes. Bien que j'ai arrêté de fumer quand j'ai connu Florence, elle détestait l'odeur. Mon père fumait à l'intérieur, Charles. Promets-moi que tu ne feras jamais ça. J'avais promis, et j'avais tenu parole pendant 8 ans, jusqu'à cette nuit. J'allumai une cigarette adossée au mur extérieur de l'hôtel. Sébastien, le portier, me regarda avec un mélange de désapprobation et de pitié. Le goût amer du tabac se mêlait au café tout aussi amer. Je pensais à appeler Florence, même à cette heure tardive. Mon doigt plana sur le bouton d'appel pendant plusieurs minutes, mais le courage me manqua. Je retournai dans la chambre. Le lit était toujours fait, exactement comme la femme de chambre l'avait laissé la veille. Je m'allongeai sur le couvre-lit, sans enlever mes chaussures. Le plafond blanc devint un écran sur lequel je projetais tous mes souvenirs avec Florence. Notre premier voyage ensemble sur la côte normande. La fois où nous avions fait un pique-nique au jardin du Luxembourg et qu'il s'était mis à pleuvoir soudainement, nous laissant trempés et riant comme des enfants. La nuit où elle m'a consolé quand j'ai perdu ma mère d'un cancer il y a 3 ans.
Et maintenant, peut-être que je la perdais aussi, non pas à cause d'une maladie, mais à cause de ma propre négligence. À cause de mon incapacité à comprendre que la présence n'est pas seulement un corps physique, occupant un espace, mais de l'attention, de l'affection, une connexion. Quand les premiers rayons de soleil commencèrent à percer à travers les fentes du rideau, j'avais déjà pris ma décision. Je me levai, pris une douche rapide, et commençai à faire mes bagages. La réunion de planification devait continuer encore 2 jours, mais je n'y serais pas. Certaines choses sont plus importantes que des graphiques de vente et des projections de croissance. Je l'ai appris trop tard. À 6 heures du matin, je fis mon check-out et montai dans ma voiture. Je ne me souciais plus de la conférence ou du travail. J'avais juste besoin de rentrer à la maison. L'autoroute A6 s'étendait interminablement devant moi, et les pneus chantaient sur l'asphalte comme un tambour constant d'anticipation. Chaque kilomètre semblait plus lourd que le précédent. J'allumai la radio pour tenter de faire taire mes pensées. Une vieille chanson de Brel passait, quelque chose sur le temps qui passe. Je l'éteignis immédiatement. Je n'avais pas besoin de plus d'angoisse existentielle à ce moment-là. La sortie de Lyon fut tranquille, avec peu de circulation à cette heure. Alors que j'avançais dans le Morvan, le ciel commença à s'éclaircir complètement, révélant le vert luxuriant de la forêt qui bordait la route. En d'autres temps, je me serais arrêté à l'un des belvédères pour apprécier la vue avec Florence. Elle insistait toujours pour s'arrêter, prendre des photos, respirer l'air pur. La vie, ce n'est pas seulement arriver à destination, Charles, disait-elle souvent. C'est profiter du chemin. Je répétais 1000 conversations dans ma tête, des excuses, des accusations, des explications désespérées. Mon esprit parcourait toutes les possibilités. Aurait-elle fait ses valises? Serait-elle partie chez sa sœur? Ou aurait-elle fait pire? J'imaginais des scénarios que je n'osais pas formuler à voix haute. Je m'arrêtai dans une station-service près d'Auxerre pour faire le plein et prendre un café. Le pompiste, un jeune homme avec un accent typique de la région, commenta mon air fatigué. « En route depuis tôt, patron ?»« Je rentre à la maison », répondis-je sèchement, en payant le carburant et le café. « Bonne route alors. Faites attention. Il y a pas mal de nouveaux radars sur le tronçon jusqu'à Paris. » Je le remerciai d'un signe de tête et retournai à la voiture. Je n'étais pas d'humeur pour les conversations futiles. Le téléphone restait muet. Aucun appel, aucun message. J'essayais de rappeler Florence, mais je tombais directement sur sa messagerie. Sa voix enregistrée. « Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Florence. Laissez votre message après le bip. » Me serra le cœur. Je raccrochai sans laisser de message. À hauteur de Nemours, je fus pris dans un embouteillage à cause de travaux sur la voie. Je restai à l'arrêt pendant près d'1 heure, observant le ciel qui menaçait maintenant de pleuvoir. Des voitures passaient lentement, des familles revenant de week-end, des camions transportant des marchandises. Des vies normales, suivant leur cours prévisible. Mon téléphone sonna. Je décrochai sans regarder le numéro, mon cœur s'accélérant. « Florence ? » ?»« Charles, c'est Daniel. »« Où es-tu, mec ? On t'attend pour la présentation des chiffres de l'Île-de-France. » Je ressentis un mélange de déception et d'irritation. « Daniel, je t'ai envoyé un message hier. Je rentre à Paris. Urgence familiale. » « Quelle urgence ? Tu n'as rien expliqué ? Correctement. La direction est là, ils attendent les chiffres que toi seul possèdes. Envoie-moi un email, je répondrai depuis mon portable, dis-je en essayant de garder mon calme. Je suis au milieu de l'A6, coincé dans les bouchons. Charles, tu es en train de gâcher des années de travail. Cette présentation pourrait décider de ta promotion au poste de directeur France. Je regardais le ciel à travers le pare-brise, les premières gouttes de pluie commençant à tomber. Il y a des choses plus importantes que les promotions, Daniel. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Pour la première fois depuis des années, je ressentis une étrange sensation de libération. La société, les réunions, les tableurs infinis, rien de tout cela ne semblait si important maintenant. Le trafic reprit, et bientôt je fus de nouveau en mouvement. La pluie s'intensifiait à mesure que je me rapprochais de Paris. Typique, pensais-je. La ville me recevait toujours ainsi, avec son ciel gris et ses larmes incessantes. Vers midi, je pris le périphérique et me retrouvai bientôt sur les quais de Seine, naviguant dans la mer de voitures qu'est le quotidien parisien. Le chemin vers Neuilly ne m'a jamais paru aussi long. Les bâtiments modernes reflétaient la pluie sur leurs fenêtres en verre.
comme s'il pleurait aussi. Quand j'entrai enfin dans notre quartier, mes mains tremblaient sur le volant. La rue familière semblait étrange. Les grandes maisons, avec leurs hauts murs et leur système de sécurité ostentatoire, un quartier où les gens se connaissaient à peine. Florence se plaignait toujours du manque de communauté ici, si différent du quartier de son enfance, avec les enfants jouant dans la rue et les voisins qui se connaissaient par leur nom. Je garai la voiture devant notre maison. Une construction moderne de 2 étages, avec un jardin bien entretenu et une petite fontaine décorative que Florence trouvait kitsch, mais que j'avais insisté pour installer. Les rideaux étaient tirés, le garage vide. Le SUV, qu'elle avait eu l'année dernière, n'était pas là. Je respirai profondément et sortis de la voiture, chaque seconde semblant une punition. La pluie mouillait mon visage, se mêlant à ce que je refusais d'admettre être des larmes. Je pris les clés dans ma poche, sentant leur poids comme jamais auparavant. Ces petites pièces de métal étaient la connexion physique avec le foyer que j'avais peut-être perdue. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Ce fut le premier signe que quelque chose n'allait pas. Florence était toujours prudente. Elle vérifiait toujours les serrures 2 fois avant de se coucher. Je poussai lentement la porte, appelant son nom dans le silence. Aucune réponse. La maison avait un léger parfum d'elle, chaud, familier, douloureux. Le hall d'entrée était impeccable, comme toujours. Florence était une maniaque de l'organisation, un héritage de sa mère, Madame Leduc, qui avait élevé 3 enfants seuls en travaillant comme femme de ménage. Maison propre, esprit clair, disait-elle toujours. Un vase avec des fleurs fanées se trouvait sur la console, des marguerites jaunes, ses préférées. Je traversai le salon. Notre canapé en cuir italien, choisi plus pour le statut que pour le confort, semblait froid et impersonnel. La télévision de 65 pouces, que nous regardions rarement ensemble, était couverte d'une fine couche de poussière. Sur l'étagère, nos photos dans des cadres coûteux, notre remise de diplôme, moi en toge, tenant mon diplôme d'ingénieur, elle souriant à mes côtés, déjà diplômée en lettres depuis 2 ans. Notre voyage à Chamonix l'hiver dernier, avec de la neige artificielle en arrière-plan. Notre mariage, dans la propriété de mon oncle en Sologne. Une cérémonie, simple que j'ai regretté plus tard de ne pas avoir rendue plus luxueuse. Son téléphone portable était sur le comptoir de la cuisine, à côté de son sac. Tout semblait intact, immobile. La machine à café italienne qu'elle voulait tant et que nous utilisions à peine. Le livre de recettes de sa grand-mère, ouvert à la page de la quiche lorraine. Un aimant de réfrigérateur que nous avions, acheté à Etretat, notre dernier voyage complet, avant que je ne commence à écourter les vacances à cause du travail. La porte de la chambre était ouverte, mais le lit était parfaitement fait, les oreillers avec des tés en lin égyptien alignés précisément, comme dans une chambre d'hôtel. La couette grise sans un seul pli. Les lumières de la salle de bain étaient éteintes. Je vérifiais chaque pièce, chacune plus vide que la précédente. Notre dressing contenait toujours ses vêtements. Les robes colorées qui contrastaient avec mes costumes gris et bleu marine. Les chaussures organisées par couleur. Les sacs à main qu'elle disait être son seul luxe autorisé. Tout semblait être là, sauf quelques articles de base dont je ne pouvais pas identifier immédiatement l'absence. C'est alors que je le trouvais, un mot sur la table de la salle à manger. Son écriture. Il disait « Tu as toujours cru que j'avais besoin de ton argent. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de toi. Je m'en vais. Ne me cherche pas, mais s'il te plaît, sois meilleur que ça. » Mes jambes fléchirent, et je m'effondrai sur le sol. Le poids de mes choix m'écrasa à cet instant. Je restai assis là. Combien de temps? Des minutes? Des heures? Le jour tomba dehors, la pluie maintenant une fine bruine, typique de Paris. Le mot dans mes mains semblait peser des tonnes. Je relus les mots une centaine de fois, cherchant quelque chose entre les lignes, un indice, un espoir. Je me relevai finalement, les articulations douloureuses d'être resté si longtemps sur le sol froid. J'allai à la cuisine et ouvris le réfrigérateur. Presque vide. Juste quelques produits de base, du lait, du fromage, une carafe d'eau. J'ouvris un placard où nous gardions les boissons. La bouteille de vin rouge que nous avions ouverte,
lors de notre dernier dîner ensemble, était toujours là, avec un bouchon improvisé. Je m'en servis un verre, mais ne pus le boire. Le liquide rouge me rappelait trop le rouge à lèvres que Florence portait pour les grandes occasions. Je retournai au salon et pris son téléphone. Il était éteint. J'essayais de l'allumer, mais il demandait un mot de passe. Florence utilisait toujours la date de notre premier baiser comme mot de passe pour tout. J'essayais. 1507. Rien. Elle l'avait changé. Cela me frappa comme un deuxième coup. Dans la chambre d'amis, que nous avions transformée en bureau pour moi, tout était intact. Mon ordinateur portable fermé sur le bureau en bois massif, diplômes et certificats encadrés au mur, une photo de nous sur une plage de Bretagne, prise lors de notre première année ensemble, quand nous étions encore des étudiants, sans argent, logés dans une chambre d'hôte simple, mangeant des sandwichs pour économiser. Je retournai dans notre chambre et ouvris le tiroir de sa table de chevet. Le journal que Florence tenait depuis l'adolescence n'était pas là, ni le petit album de photos de famille qu'elle gardait toujours à proximité. Dans la salle de bain, je remarquai que sa brosse à dents, sa crème pour le visage et son parfum, préféré, avaient disparu. Elle n'avait emporté que l'essentiel. Dans le dressing, j'examinais plus attentivement. Il manquait quelques vêtements de base, des jeans, des t-shirts, un manteau d'hiver, mais tous les cadeaux chers que j'avais achetés au fil des ans, la robe en soie que j'avais utilisée comme excuse pour avoir manqué son anniversaire, les chaussures de créateur pour compenser une dispute, les bijoux qui remplaçaient ma présence, étaient tous là. Je trouvai une boîte à chaussures au fond du dressing que je ne reconnus pas. À l'intérieur, il y avait des lettres. Mes lettres à Florence du temps où nous sortions ensemble. Des lettres manuscrites, sur du papier simple, pleines de promesses et de rêves. J'en pris une, datée d'il y a 10 ans. Florence, un jour, je t'offrirai le monde. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu le mérites. Mais même si je n'y arrive jamais, je veux juste que tu saches que mon plus grand rêve est de me réveiller à tes côtés chaque matin de ma vie. Je t'aime plus que tout. Charles. Des larmes brouillèrent ma vue. Quand avais-je oublié ces promesses? Quand est-ce que t'offrir le monde s'est transformé en bien matériel plutôt qu'en mon temps, mon attention et mon amour? Le silence de la maison était assourdissant. Chaque pièce, chaque objet semblait crier son absence. Notre maison, qui n'avait jamais été vraiment un foyer pour Florence. 9 mois se sont écoulés depuis ce jour. Je n'ai eu aucune nouvelle d'elle. J'ai essayé d'appeler, d'écrire des lettres et même de me rendre chez Julie dans le 20e. Personne ne sait où Florence est allée. Ou, s'ils le savent, ils ne me le disent pas. J'ai suivi une thérapie. J'ai essayé de reconstruire ma vie. Mais rien ne remplace le silence qu'elle a laissé. Le premier mois fut le pire. Je pris un congé, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Daniel, étonnamment, fut compréhensif, après que je lui ai dit la vérité. Ma première femme m'a quitté aussi, a-t-il avoué. Pour la même raison, je n'ai jamais eu le courage de la chercher comme tu le fais. J'ai cherché dans tous les endroits évidents. La maison de ses parents à Orléans, même si je savais que la relation de Florence avec sa mère était compliquée. La petite auberge en Provence où nous avions passé un week-end mémorable il y a des années. Même son ancien appartement dans le Marais, maintenant occupé par un jeune couple qui n'avait jamais entendu parler d'elle. Julie me reçut avec hostilité lors de ma première visite. « Tu as eu ta chance, Charles. 8 ans de chance. » Lors de la deuxième visite, son ton s'était adouci, peut-être en réalisant mon désespoir sincère. « Elle va bien, c'est tout ce que je peux te dire. N'insiste pas. » J'ai engagé un détective privé, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal, comme si je violais sa dernière volonté. Ne me cherche pas. Le détective, un ancien policier, nommé Serge, à la moustache grise et au regard las, trouva peu d'indices. Elle n'utilise pas de carte de crédit, n'a pas de réseaux sociaux actifs, n'apparaît dans aucun registre immobilier ou contrat de location récent. Votre femme ne veut pas être retrouvée, et elle est douée pour ça. Finalement, j'ai arrêté de chercher. L'appartement que nous avions acheté à Neuilly, qui n'avait jamais été vraiment un foyer pour elle, est devenu insupportable pour moi. Je l'ai vendu et j'ai déménagé dans un endroit plus petit dans le Marais, ironiquement le quartier qu'elle a toujours préféré, plus proche de la vie réelle, moins isolé par de hauts murs et des systèmes de sécurité. Certaines,
Nuit. J'entends encore le son lointain de sa voix dans mes rêves. Les matins sont les plus difficiles. Je me réveille en espérant voir ses cheveux étalés sur l'oreiller, sentir l'odeur du café venant de la cuisine. Mais il n'y a toujours que moi, et le regret. Je ne raconte pas toute l'histoire aux gens, juste que j'ai perdu quelqu'un que j'aimais parce que je ne prêtais pas attention. Parce que j'ai confondu être un pourvoyeur avec être présent. Et maintenant je vis avec un message gravé dans ma mémoire, un que je n'ignorerai plus jamais. Puisque tu ne me prêtes pas attention, je vais trouver quelque chose qui le fera. En avril, j'ai reçu une lettre. Sans expéditeur, le cachet de la poste indiquant la région de Bordeaux. L'intérieur, juste une feuille avec quelques mots. Je vais bien, j'espère que toi aussi. F. J'ai pleuré comme un enfant. Daniel m'a offert une mutation au bureau de Marseille. Recommencer dans un nouvel endroit, a-t-il suggéré. J'ai refusé. Quelque chose me dit que je dois rester à Paris. Peut-être un espoir insensé qu'un jour, en me promenant sur les Champs-Élysées ou en prenant un café à Saint-Germain-des-Prés, je la reverrai. Au travail, j'ai réduit mes heures. J'ai refusé 2 promotions qui auraient exigé plus de voyages. J'ai commencé à donner des cours du soir en génie civil dans une école privée. Le salaire est insignifiant comparé à celui de Lafarge, mais quelque chose dans la salle de classe me rappelle Florence, sa passion pour l'enseignement, la façon dont ses yeux brillaient en parlant de ses élèves. Je me suis lié d'amitié avec le concierge de mon immeuble, Monsieur Joseph, un homme originaire de Normandie avec des histoires infinies sur le débarquement. Je joue au football le dimanche dans un championnat amateur du quartier. Je fréquente un club de lecture à la bibliothèque municipale. Des petites choses pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps avant, toujours trop occupé à construire, qu'un avenir qui s'est avéré vide. La dernière fois que j'ai vu Julie, c'était il y a 2 mois par hasard, sur un marché à Bastille. Elle semblait plus détendue, moins hostile. Nous avons pris un café dans un bar du coin. Elle demande de tes nouvelles, a finalement admis Julie. Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce que tu lui dis? Ai-je demandé. La vérité. Que tu as changé. Que tu construis des logements sociaux maintenant au lieu de manoirs. Que tu donnes des cours à des étudiants. Que tu souris plus. Elle est loin? Ai-je risqué de demander. Julie a hésité. Pas aussi loin que tu l'imagines. Avant de nous quitter, elle a ajouté. Elle s'est mise à la peinture. Elle a toujours eu du talent, mais tu le savais, ça? Non, je ne le savais pas. Une autre des nombreuses choses que j'ai manquées en regardant toujours des tableurs, au lieu de la femme avec qui je partageais ma vie. Hier, en me promenant au parc, Monceau, j'ai vu une femme de dos qui ressemblait à Florence. Les mêmes cheveux bruns ondulés, la même démarche. Mon cœur s'est emballé, j'ai couru dans sa direction, l'appelant par son nom. Quand la femme s'est retournée, c'était une inconnue aux yeux doux qui a souri avec empathie en voyant mon visage déçu. « Je suis désolé », murmurai-je, gêné. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. « Ce n'est rien », répondit-elle. « J'espère que vous la trouverez un jour. » Je n'ai pas eu le courage de dire que le mieux pour Florence était peut-être de ne jamais être retrouvée. Qu'elle avait peut-être enfin découvert ce qui lui prêtait attention, sa propre force, ses propres rêves, une vie au-delà de l'ombre d'un homme qui a confondu les possessions avec l'amour. Je continue de vivre, un jour à la fois. La douleur ne disparaît pas, mais j'ai appris à la porter. Comme une cicatrice qui me rappelle constamment une erreur que je ne commettrai plus jamais. Si un jour j'ai la chance d'aimer à nouveau, je saurai que la présence n'est pas seulement d'être là physiquement, mais d'être là complètement, avec des yeux qui voient, des oreilles qui écoutent, et un cœur qui s'en soucie. Et si le destin est généreux, et que Florence croise à nouveau mon chemin, je ne lui demanderai pas de revenir. Je la remercierai seulement de m'avoir appris, même de la manière la plus douloureuse, la leçon la plus importante de ma vie. Qu'à la fin, ce ne sont pas les bâtiments que nous construisons qui comptent, mais les moments que nous partageons avec ceux que nous aimons.